Philippe Biwix, vous êtes ingénieur, vous publiez L'âge des low-tech au Seuil. Alors, on parle beaucoup d'économie circulaire. Aujourd'hui, Ségolène Royal en fait un axe important de sa loi de transition énergétique. Mais peut-on vraiment tout recycler? Alors soyons clairs, je ne suis pas contre l'économie circulaire. Je pense qu'il faut recycler le plus possible. Et évidemment, quand on voit les taux de recyclage aujourd'hui, qui sont pour l'essentiel très bas, il y a énormément de progrès à faire. Mais je pense qu'il faut faire attention au mythe de l'économie circulaire, du recyclage à l'infini, qui nous dédouanerait de notre niveau de consommation actuel, et où en gros on pourrait consommer à peu près autant qu'on le souhaite, à condition de jeter les choses dans la bonne poubelle. Il y a plusieurs choses qui limitent les possibilités de l'économie circulaire à 100%, je dirais. La première chose, évidemment, c'est le fait qu'on ne jette pas tout de manière bien coordonnée. Alors oublions et disons qu'on jetterait bien chaque trombone, chaque agrafe, chaque lame de rasoir dans une bonne poubelle qui les recyclerait. Mais même au-delà de cette captation de la ressource, il y a deux grands phénomènes limitants. Le premier, c'est le sujet de l'usage dispersif, notamment sur les métaux. En fait, on n'utilise pas tous les métaux sous leur forme métallique, mais on les utilise aussi sous forme chimique, par exemple pour faire des colorants, pour faire des encres, comme additifs dans les plastiques. Et donc on ne sait pas récupérer ces métaux qui sont utilisés de cette manière-là, dans les feux d'artifice, dans les armes, dans plein d'usages différents. Le deuxième, c'est que souvent, le recyclage s'accompagne d'une dégradation de l'usage. Alors par exemple, vous avez des milliers d'alliages différents, métalliques. Tout va être récupéré dans une unique filière, va être refondu dans un four électrique. Et en fait, tous les additifs, les métaux non ferreux qui ont été utilisés pour faire des aciers nobles, des aciers de très bonnes caractéristiques, vont être mélangés, ne pourront pas être utilisés comme un acier noble et vont terminer dans ce qu'on appelle des aciers carbone, donc des fers à béton dans le bâtiment, des choses de ce type-là. Et donc ces deux phénomènes-là font qu'en réalité, la capacité de recyclage réel, technique, est beaucoup plus faible que ce que l'on croit. L'exemple du titane qui est à 95% utilisé sous forme de colorant blanc universel, donc par définition, on recycle déjà que 5% au mieux du titane sous sa forme métallique. Voilà, donc la question, c'est pas tellement est-ce que je jette dans la bonne poubelle, mais c'est est-ce que les produits que je conçois sont faits pour être facilement récupérés. Et à partir du moment où on utilise des choses qui sont composites, à partir du moment où on utilise de l'électronique, avec beaucoup de métaux différents, des dizaines de métaux différents dans un smartphone ou dans un ordinateur, on ne va pas avoir la possibilité de recycler correctement les produits. Pourquoi est-ce que cette difficulté à recycler aggrave et risque d'aggraver de plus en plus la pénurie de ressources naturelles? Alors parce qu'on utilise énormément de ressources rares. Plus on va vers les hautes technologies, plus on va vers les high-tech, et plus on utilise des ressources rares. Alors il y a l'exemple un peu emblématique qui avait défrayé la chronique il y a quelques années sur les terres rares produites à 95% par la Chine et qu'on utilise en particulier le néodyme d'opéodysprosium dans les aimants permanents des éoliennes ou dans les moteurs électriques ou hybrides. Mais il y en a plein d'autres qui passent par le cobalt dans les batteries ou le lithium, où les problématiques sont un petit peu différentes, mais qui est aussi un sujet. Et puis tous les métaux de l'électronique, le tantal, vous avez entendu parler du coltan par exemple, un colombo-tantalite qui avait fait un peu débat aussi avec le sang dans les téléphones portables. Le tungstène qui est aussi produit par la Chine de manière quasi exclusive. Voilà. Donc il y a plein, tous ces métaux-là, on les utilise de manière partiellement dispersive, partiellement non recyclée. Il y a une étude du programme des Nations Unies pour l'environnement qui est sorti il y a 1 ou 2 ans et qui avait montré que sur beaucoup de métaux, on est entre 0 et 5% de recyclage, littéralement. Ce qui n'est pas vrai pour les grands métaux, évidemment, comme le cuivre, l'aluminium ou le fer. Mais voilà, toutes ces petites ressources précieuses qu'on va chercher dans des mines sont finalement mélangées dans des produits et on va vers la dispersion absolue. Et l'étape ultime étant les nanotechnologies, dont on nous dit que elles vont permettre d'économiser des ressources parce qu'on va faire des choses plus petites, on va remplir la même fonctionnalité avec des choses plus petites. Et en réalité, on voit qu'une grande partie des usages des nanotechnologies sont en fait une manière de disperser quelques atomes d'or, quelques atomes d'argent, quelques atomes de titane dans une matrice. Et en fait, on ne sait pas physiquement recycler ces métaux qui ont été placés dans les matrices.
De ce point de vue-là, quand on parle de technologie verte, vous alertez sur le fait que même ces technologies dites vertes, par exemple éoliennes, panneaux photovoltaïques, sont elles-mêmes facteurs d'aggravation et parfois très importante d'utilisation extrême et voire excessive des ressources minières. Absolument, alors ça dépend des filières évidemment. Si on prend le cas du photovoltaïque, il y a plusieurs types de photovoltaïque. Il y a le silicium, donc ça, le silicium, c'est 27% de la croûte terrestre. Donc c'est plutôt une question de pureté et d'énergie pour le raffiner. On n'a pas trop de problèmes. Mais par contre, il y a d'autres technologies sur des rendements plus élevés, donc comme la technologie CIGS, donc c'est cuivre, indium, gallium, sélénium. Et là, on est justement dans des métaux beaucoup plus rares et qui ne sont pas disponibles à l'échelle où on pourrait imaginer de les déployer. Donc, mais c'est le cas de nombreuses technologies dites vertes. Prenons la voiture électrique, par exemple, qui est loin d'être verte, ou même la voiture à hydrogène du futur, qui apparaîtrait dans les années 2030-2040, prétendument. Il n'y a pas assez de platine sur Terre pour équiper 1 milliard de véhicules. Et on a déjà passé le 1 milliard de véhicules d'ailleurs, et que sera ce nombre en 2030 ? Et alors face à cette illusion, on pourrait dire quelque part, en tout cas en partie de l'économie circulaire ou des technologies vertes, vous défendez l'idée de basse technologie. De quoi s'agit-il ? Alors, les basses technologies, c'est le pied de nez aux hautes technologies. C'est reconnaître qu'on ne sortira pas de la solution par le haut, c'est-à-dire en arrêtant bien le robinet d'eau quand on se lave les dents, et puis pour le reste, il y a des ingénieurs et des chercheurs en blouse blanche qui vont trouver toutes les solutions d'économie circulaire, énergie renouvelable et autres pour nous sortir de la panade dans laquelle nous sommes. Non, c'est reconnaître que l'ensemble des techniques qu'on nous propose, que ce soit les agro-ressources, que ce soit les énergies renouvelables ou autres, sont soit hors d'échelle, soit hors de portée en termes de déploiement industriel. Et que donc la solution passe au contraire par une sortie par le bas, c'est-à-dire d'une part reconnaître qu'on doit revoir un peu nos besoins. Alors dans quels besoins on doit tailler en premier, je dirais, pour être dans une décroissance choisie plutôt qu'une décroissance subie de notre consommation matérielle. Et ensuite, ces besoins, comment les remplir avec effectivement des objets qui éviteront cette course en avant dont on en parlait tout à l'heure, donc du gâchis en recyclage, et donc comment faire des objets plus simples, plus monomatériaux, plus démontables, plus modulaires, évidemment plus réparables, avec tout ce que ça implique d'un point de vue sociétal. Le sujet qui est souvent présenté comme quasiment incompatible avec une transition écologique, c'est celui de l'industrie. Pourriez-vous donner un ou quelques exemples d'applications possibles de ces basses technologies sur un secteur industriel ? Il y a beaucoup de questions autour de l'industrie que j'aborde dans mon ouvrage aussi. Il y a d'abord le sujet de la bonne échelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit qu'on a la délocalisation, la globalisation, la mondialisation et la capacité à transporter des produits intermédiaires ou des produits finis à un coût très bas dans des containers au niveau mondial fait qu'on a eu une concentration de la production à certains endroits qui ferait frémir même notre ami David Ricardo et ses effets d'avantages comparatifs. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui dans les clusters chinois au large dans l'Interland de Shanghai, vous avez des villes qui produisent 80% de l'ensemble des fermetures éclairs et des boutons pression du monde. Est-ce que c'est vraiment la bonne échelle et l'échelle soutenable et l'échelle de la résilience de nos sociétés dans le futur? Donc il y a des questions effectivement de qu'est-ce qu'on peut relocaliser ou pas, mais on ne va pas non plus remettre des petits bas-fourneaux pour transformer le minerai de fer en acier dans l'ensemble des régions de France, quand bien même elles auraient été divisées par deux. Voilà, il y a des sujets autour de ça, il y a des sujets autour de la part de main-d'œuvre qu'on veut mettre par rapport à la part d'énergie. Il faut savoir que les gains de productivité, c'est quoi? C'est de la robotisation, c'est de l'automatisation. Donc c'est des consommations de ressources et d'énergie. Ça a permis de réduire le nombre d'emplois dans l'industrie. Est-ce que demain on veut réarbitrer ça un peu différemment? Voilà, c'est des sujets autour évidemment de qu'est-ce que je fabrique neuf et qu'est-ce que je fabrique et qu'est-ce que je peux réparer, et toute la problématique non pas seulement des produits finis, mais aussi des produits intermédiaires. C'est-à-dire si je suis fabricant de grues portuaires, eh ben, j'ai un intérêt à ce que l'ensemble des ports dans le monde se développent, et parce que j'ai besoin, moi, d'équiper en grues portuaires, en moteur.
Et donc, pour assurer finalement ma propre survie, même pas ma croissance, mais la survie de mon chiffre d'affaires et mes employés, j'ai besoin que le monde entier se développe. Voilà. Donc, ça implique plein de choses, effectivement, mais la thèse du livre est qu'on a la possibilité d'atteindre un niveau de confort et de civilisation techniquement soutenable, c'est-à-dire de produire et de consommer en réduisant très fortement nos ressources sans tailler trop fort dans le confort, c'est-à-dire que ce n'est pas une proposition de retour à l'âge de pierre ou à l'âge de fer, parce que la croûte terrestre étant composée à 5% de fer, on reviendra sans doute seulement à l'âge de fer, pas à l'âge de pierre, c'est déjà ça. Mais voilà, enfin, c'est d'essayer de se dire comment on fait pour ne pas revenir aux visiteurs, à l'âge des visiteurs, ou alors à l'âge des visiteurs, mais avec le dentiste, quoi. Mais du coup, qu'est-ce que serait une économie des basses technologies ? Une économie des basses technologies, elle est compliquée à inventer parce qu'il faut réfléchir à la question de l'argent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un prêt à intérêt, il faut que la masse monétaire augmente. Et donc, il faut qu'à vitesse de circulation de la monnaie équivalente, eh bien, la masse des choses qu'on s'échange augmente elle aussi. Et qu'on ne peut pas juste faire croître les services sans faire croître la production sonnante et trébuchante, si je puis dire. À la dématérialisation de l'économie, là aussi, on est un peu dans le mythe et on peut montrer assez facilement sur les 10-20 dernières années qu'au contraire, en fait, on est parfaitement corrélé entre la consommation de ressources matérielles et le PIB, quelque part. Donc il n'y a pas de dématérialisation de l'économie. Donc il y a un sujet sur l'argent, il y a un sujet sur l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance, c'est l'emploi. Donc s'il n'y a plus de croissance, comment est-ce qu'on va adresser le sujet de l'emploi, qui est évidemment légitime et qui est dans tous les esprits. En réalité, la croissance telle qu'on l'a connue, est-ce qu'elle a vraiment produit des emplois ou est-ce qu'au contraire, elle en a détruit? Et il y a un gisement énorme, justement, dans cette approche plus de basse technologie, un gisement d'emploi dans une agriculture à une échelle différente, plutôt biologique ou en tout cas permettant de réduire les intrants très fortement et de restaurer les sols et la terre arable. Vous savez qu'en France, on consomme à peu près, quand on consomme 1 tonne de nourriture, on a aussi consommé 1 tonne de terre arable qui a disparu par érosion hydraulique ou érosion éolienne. Donc, gisement d'emploi dans l'agriculture, gisement d'emploi dans une industrie à une autre échelle, dans des réseaux de réparateurs, et puis également dans toute une série de services qu'on pourrait développer, mais autour effectivement de la logique de l'économie des ressources, c'est-à-dire sur les traitements des déchets. Enfin, il y a énormément de choses à développer et d'innovations à aller chercher, mais pas une innovation orientée comme celle d'aujourd'hui.